L'écosystème humain dans l'univers est composé du corps physique, la physiologie, les systèmes organiques, ce qu'on pourrait appeler le hardware. Il existe un pôle énergétique, les corps subtils, les chakras, ce qu'on pourrait appeler le power. Et il y a un troisième pôle qui est le psychisme, ce qu'on pourrait appeler le software, qui est composé de l'ego, le moi, la personnalité, le soi, l'être, ce que d'aucuns nomment l'interface psychique de l'âme, et le pôle motivationnel, les leviers d'évolution inhérents à la condition humaine. Parmi les éléments constitutifs des processus psycho-émotionnels se trouvent nos perceptions. Notre perception d'une situation détermine si nos besoins sont comblés selon le filtrage opéré par les croyances qui agissent sur nos organes des sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs. À noter qu'il existe également des perceptions extrasensorielles. Les besoins fondamentaux, physiques, émotionnels, relationnels ou spirituels, sont universels, inhérents à notre nature humaine, influencés ou amplifiés par nos expériences personnelles, nos blessures, nos traumas. Les émotions sont des messagers qui signalent si nos besoins sont satisfaits ou non. Les émotions agréables signifiant que nos besoins sont comblés, les émotions désagréables signifiant que nos besoins ne sont pas satisfaits. Les croyances sont en quelque sorte des conditionnements mentaux qui s'installent via nos expériences de vie, nos émotions, nos interprétations, les répétitions de certaines situations. Elles filtrent nos perceptions, fondent nos critères et nos valeurs, lesquels influencent nos réflexions, nos pensées, et donc influent sur nos choix, nos décisions et nos désirs. Les réactions vont, le cas échéant, être incarnées via un rôle ou un masque, souvent utilisé pour répondre à des attentes externes, apaiser une insécurité ou obtenir une validation sociale ou personnelle. Quoi qu'il en soit, nos réactions nourrissent nos besoins ou créent, voire entretiennent nos manques, auquel cas ce sont des réactions compensatoires, apaisantes émotionnellement, certes, mais pouvant devenir des habitudes de vie, parfois addictives. Notre polarisation énergétique est dynamique et elle dépend de l'équilibre ou du déséquilibre entre les différents éléments qui la constituent en amont, nos émotions, nos pensées, nos paroles, nos réactions, etc. De toute façon, notre polarité énergétique est ce que nous émettons en tant que système électromagnétique dans l'univers. Enfin, n'oublions pas les effets internes de cette polarisation énergétique avec la cristallisation éventuelle de nœuds énergétiques qui peuvent produire des effets sur notre physiologie, donc sur notre corps physique. Imaginons la situation suivante. Vous évoluez dans la campagne et tout à coup, vous apercevez un magnifique coucher de soleil avec un ciel avec des couleurs extraordinaires. Donc le stimulus, c'est ce magnifique coucher de soleil. Votre perception, c'est ce que vous voyez, elle est visuelle. Cela résonne avec vos besoins sous-jacents qui peuvent être un besoin d'esthétisme, un besoin de connexion à la nature, un besoin d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Les émotions que vous ressentez, eh bien c'est de la joie, sentiment de plénitude, de paix, de gratitude. Votre désir, c'est de prolonger ou de partager l'instant. Donc l'action que vous mettez en œuvre, c'est de vous arrêter, de vous asseoir et de contempler, voire de photographier, ou pourquoi pas de méditer. Votre polarité énergétique évolue. Vous vous sentez apaisé, énergisé, avec une harmonie intérieure qui est retrouvée. Dans ce type de situation, il n'y a pas d'influence d'une croyance ou d'un ancrage quelconque. On est simplement sous le coup d'une émotion pure que l'on vit pleinement. Imaginons que dans la nature, à un moment donné, vous vous retrouvez face à un serpent sur un chemin.
Votre perception, elle est visuelle, elle est éventuellement auditive, parce que vous avez entendu du bruit. Et donc, le besoin qui s'active, c'est un besoin de sécurité et de contrôle. Certes, vous avez eu un ancrage, la croyance qui est de l'ordre de l'acquis. Vous savez que vous avez appris que un animal tel que celui-ci est dangereux et peut mettre en péril votre santé et votre vie. L'émotion qui surgit, c'est la peur et le stress. Votre désir, c'est éviter le danger ou contrôler la situation. Votre action, ça va être éventuellement de reculer, de contourner, voire de rester immobile et d'attendre, avec le contrôle qui s'impose. Votre polarisation énergétique, c'est toutes les énergies mobilisées pour la survie, et puis s'ensuit un retour à l'équilibre après l'épisode. Imaginons que vous ressentez une envie de boire un thé. C'est un stimulus interne qui s'impose à vous. C'est une perception, donc, interne. Vos besoins, c'est soit un besoin d'hydratation, le cas échéant, mais qui serait inconscient, un besoin de chaleur éventuellement, de réconfort, peut-être un besoin d'apaisement simplement, d'esthétique. Les croyances qui sont en jeu, c'est que vous associez le thé à des bienfaits physiques, émotionnels ou sociaux. Vous associez également le thé à une expérience plaisante ou bénéfique. Donc votre désir, c'est de boire un thé précis, avec une préférence spécifique qui s'applique. L'action, c'est de vous lever et de préparer et de boire ce thé. En termes de polarisation énergétique, eh bien votre énergie, elle s'apaise, elle se régénère, elle retrouve un équilibre, il y a un apaisement, voire une stimulation énergétique douce. Donc vos besoins d'apaisement, de réconfort, voire d'hydratation sont totalement satisfaits. À noter qu'en termes de stimulus interne, vous pourriez par exemple ressentir un mal quelconque, une douleur quelconque. En l'occurrence, là, c'est une perception kinesthésique interne, laquelle vous pousserait évidemment à satisfaire un besoin physiologique important, prioritaire, et donc de prendre par exemple un médicament quelconque pour vous soulager. Précisons pour finir que dans cet exemple, l'envie dont on parle est une envie qui vient du soi. C'est-à-dire qu'elle provient de notre essence profonde, de notre alignement intérieur et qu'elle est connectée à nos véritables besoins, à nos aspirations ou à nos valeurs. L'intention, même si ça paraît aussi très anodin avec une envie de thé, l'intention c'est de chercher l'épanouissement authentique, la croissance personnelle ou la satisfaction d'un besoin réel. Ça génère un sentiment de plénitude, d'harmonie, de paix intérieure une fois réalisé. Il n'y a pas de frustration, par contre, si l'envie n'est pas réalisée, ce qui la différencie d'un désir, ou d'une envie qu'on va appeler plus égotique, qui, elle, découle de l'ego, souvent influencé par des peurs, des insécurités ou des comparaisons sociales, et qui peut être rapproché d'un désir. Imaginons que vous vous promenez dans la rue et que tout à coup vous remarquez une charmante jeune femme assise à une terrasse de café, lisant un livre sur un sujet qui vous intéresse. En termes de perception, le stimulus visuel est cette jeune femme, sa posture, son charme et le livre qui attire votre attention. Faites un focus cognitif, remarquez tous les détails esthétiques et intellectuels. En termes de besoins, ça correspond à votre besoin relationnel. En tant que célibataire, vous avez besoin d'établir un lien avec une personne qui vous intrigue. Un besoin de validation aussi, reconnaissance peut-être par rapport à vos connaissances. Et un besoin de stimulation intellectuelle, besoin cognitif, échanger sur un sujet qui vous passionne. Cela suscite chez vous
des émotions, une forme de joie, d'excitation, une montée d'énergie liée à l'opportunité d'une rencontre potentiellement enrichissante, et aussi une forme d'appréhension, certaines formes d'appréhension, une crainte légère de ne pas savoir comment approcher ou de ne pas être à la hauteur. Les croyances qui sont en jeu, ce sont des croyances sociales, hein. Pour capter son intérêt, il faut absolument que je me montre intéressant et érudit. Des croyances sur l'autre aussi, des projections. Elles pourraient être impressionnées par mes connaissances. Il faut que je sois à la hauteur. Vous réfléchissez donc à la manière de vous y prendre, à ce que vous allez dire, à ce que vous souhaitez réellement faire, ce qui est de l'ordre du possible pour vous et ce qui ne l'est pas. Votre désir, c'est quoi? Il y a un désir d'interaction, engager la conversation avec elle, un désir d'approbation, de recevoir un retour positif sur votre intervention, et un désir d'attraction mutuelle. Évidemment, votre objectif devient de développer une relation amoureuse. En termes de réaction, faites quoi? Vous prenez l'initiative d'aller lui parler en engageant la conversation au sujet du livre. Vous adoptez un masque, vous adoptez un rôle de sachant, guidé par votre besoin de validation et vos croyances sur la manière de capter son intérêt. En termes de polarisation, elle est positive si l'échange se passe bien. Vous pourrez ressentir une forme de boost temporaire d'énergie grâce à la validation obtenue ou au sentiment d'avoir osé. Et elle pourrait être plus négative si le rôle de sachant est adopté de manière un petit peu maladroite, un peu forcée et qui vous fasse ressentir un désalignement intérieur, lequel entraînerait une perte d'énergie ou un sentiment de malaise. Forcément, vos réactions vont donc nourrir vos besoins ou éventuellement alimenter vos manques, selon que vous serez totalement authentique et en ligne avec ce que vous êtes vraiment, ou que vous serez dans un état d'esprit de vouloir absolument compenser le manque ou l'absence ou le besoin de partenaire pour ne plus être seul, par exemple. Donc au cours de l'échange, on va avoir bouclage, c'est-à-dire que les pensées vont alimenter vos croyances, ce qui va occasionner des émotions diverses, de nouveaux désirs et différentes réactions de votre part, qu'elles soient verbales, qu'elles soient posturales, voire des prises d'initiative. Vos valeurs vont être renforcées, hein. Valeur de l'intellect, par exemple, puisque vous valorisez le savoir et la culture. Valeur relationnelle, vous attachez de l'importance à créer des connexions significatives avec des personnes du sexe opposé et pas simplement des relations légères. En termes de filtrage de la réalité, eh bien, le focus va se faire désormais, va être ajusté par la suite. Vos paramètres visuels seront ajustés par rapport aux détails que vous avez observés, qui deviennent des critères visuels de sélection. Et la polarisation va se renforcer. L'ensemble de vos paroles, de vos émotions, de vos réactions vont continuer de contribuer à votre polarité énergétique, à ce que vous émanez. Après l'échange ou pendant l'échange, d'ailleurs, vous pourriez ressentir un mal quelconque. Je sais pas, ça pourrait être une poussière dans l'œil que vous n'arrivez pas à enlever, quelque chose que vous ne voudriez peut-être pas voir. Ce pourrait être aussi a posteriori des tensions musculaires au niveau des lombaires, une autre signification, cas échéant, à explorer. En tout cas, ce que vous allez dégager énergétiquement sera émis dans l'univers, et que ce soit au cours de l'échange ou par la suite, peut-être que cet événement est d'ailleurs dans la continuité de ce que vous vivez déjà intérieurement dans votre vie affective, en termes de ressenti, qu'il soit bon ou mauvais. Toujours est-il que vous pourriez bien voir se manifester bientôt une nouvelle situation qui sera forcément en écho avec ce qui s'est joué au cours de pour vous, au cours de cette rencontre. Ce sera énergétiquement juste, aligné avec ce que vous êtes, même si en conscience, cela ne sera pas forcément en adéquation avec ce que vous appelez de vos vœux. Pour mettre en œuvre le changement, pour attirer à moi quelque chose qui correspond à ce que je souhaite, il suffit que j'intègre le fait que, en tant qu'humains, nous sommes des systèmes électromagnétiques. Donc nous manifestons dans nos vies
des choses qui correspondent à la polarité énergétique que nous émettons. Ce que je reçois correspond à ce que j'émets. Compte tenu de cela, il suffit donc d'agir sur les éléments qui contribuent à ma polarité pour pouvoir obtenir quelque chose qui soit plus en adéquation avec mes vœux conscients. Alors on peut recommencer par regarder les stimuli qui nous sont régulièrement présentés, stimuli externes. On peut noter que parfois, l'ensemble de ces stimuli constituent des rappels, des possibles rappels de nos blessures originelles. Et là, ce qui va être intéressant de regarder, c'est de voir comment identifier, apaiser et maîtriser ces blessures et ces traumas originels, voir comment capitaliser sur les potentiels qui sont révélés, les travers qui sont associés à ces dites blessures. Il s'agira d'arriver à ne plus s'abandonner, à ne plus se trahir, à ne plus se rejeter, à ne plus s'humilier ou à être injuste avec soi-même pour faire référence aux dites blessures originelles, aux dites 5 blessures de la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, les fameuses blessures de Lise Bourbeau. Voilà donc pour ce que peut révéler déjà un stimulus externe en termes de gisement d'introspection. Concernant nos perceptions, eh bien, on peut toujours se questionner, on peut toujours aller observer, questionner ces perceptions pour les aligner avec la réalité. Essayer justement de les observer. Est-ce que réellement ce que je perçois correspond à la réalité physique qui m'est présentée? En termes de besoins, l'exploration des besoins profonds et l'identification de ceux qui sont à nourrir est incontournable. Le corollaire de ça aussi, c'est d'arriver à prendre en compte ses limites. C'est arriver à ne plus alimenter les manques, nourrir le besoin, ne plus alimenter les manques. Concernant les émotions, il s'agit de pouvoir exprimer ces émotions, d'arriver à les transmuter les émotions désagréables et d'aller regarder parfois nos pulsions, nos obsessions qui suggèrent ces émotions lorsqu'on a du mal à les énoncer. Concernant les croyances, eh bien, il s'agira d'identifier les croyances limitantes pour mieux les neutraliser, pour les reprogrammer par de nouvelles croyances. Il s'agira également de revisiter nos critères et nos valeurs. Savoir notamment revoir nos critères les plus égotiques, ceux qui sont extrêmement liés au maintien de notre zone de confort. Concernant nos réflexions, nos pensées, lorsque l'on est dans des phases de rumination, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir calmer le mental et de voir quels outils utiliser, notamment la méditation, pour arriver à quelque chose de plus apaisant, pour ne plus être en proie à des tergiversations purement, des stimulations purement mentales. Concernant nos désirs, l'intérêt, ça va être bien de distinguer les désirs de nos envies, les envies qui proviennent du soi, qui correspondent à nos aspirations profondes, les désirs qui sont très égotiques. Concernant nos réactions, nos comportements, il va s'agir d'identifier et de corriger des comportements toxiques, ces comportements compensatoires qui peuvent déboucher sur des addictions, qui sont toxiques pour notre santé physique et pour notre santé physiologique, qui sont toxiques pour nous et qui sont toxiques pour les autres. Concernant les rôles, les masques, les personnages que nous incarnons, c'est la même chose. Il va s'agir de les identifier pour pouvoir mieux se détacher de ces personnages qui sont devenus toxiques parce qu'ils nous empêchent d'évoluer. D'une manière générale, l'ensemble de nos conditionnements
qui constituent notre zone de confort doivent être évaluées. Il s'agit en réalité d'évaluer et de mitiger les risques à changer et les risques à ne pas changer. Il s'agit surtout de ne pas se mettre en situation de suradaptation quant à ses besoins et ses limites. En termes de polarisation, on pourrait se dire que la meilleure des choses finalement est de pouvoir se recentrer sur l'être, sur la présence, d'arriver à vibrer en conscience ce que nous sommes, après avoir validé que nos intentions sont alignées avec nos besoins et avec tout ce qui est juste pour nous. Dans le domaine de l'énergétique, ce qui est intéressant également, ça serait de pouvoir bénéficier d'un scan énergétique à l'aide d'une énergéticienne pour pouvoir rechercher les deux et pour pouvoir libérer les mémoires cellulaires qui sont associées à ces différents nœuds. En termes de somatisation, tout comme pour l'ensemble des maux, des douleurs que nous pouvons percevoir, dont nous pouvons être victimes, il s'agit de pouvoir, le cas échéant, effectuer un décodage biologique, laisser parler le corps et l'écouter. Le corps sait. Et naturellement, le cas échéant, cela n'exclut absolument en rien les différents traitements thérapeutiques qui peuvent être engagés. Ce qui fait qu'on a là une bonne douzaine de leviers d'action qui sont répartis sur 3 domaines, le physiologique, l'énergétique, le psycho-émotionnel, pour pouvoir avoir une action efficace, hein. Il s'agit d'œuvrer simultanément sur les 3 domaines. Je traite le physiologique quand c'est urgent, je m'attaque ensuite au psycho-émotionnel et je fais du nettoyage énergétique. Je traite le matériel, je traite le logiciel et je traite le power, comme on a pu le voir. 12 leviers d'action pour manifester finalement notre pouvoir créateur, puisqu'à partir du moment où on est en capacité de vibrer énergétiquement quelque chose qui correspond à ce que nous sommes profondément, quelque chose qui correspond à nos aspirations les plus profondes, les plus conformes à ce que souhaite notre âme, pour parler d'une manière plus spirituelle, eh bien, il n'y a aucune raison que l'on n'attire pas à soi le bonheur, que l'on n'attire pas à soi ce que l'on souhaite. Le tout est de pouvoir faire ce travail de réalignement. Alors les moyens, ils sont divers. Il y a différents leviers d'action et puis il y a différents moyens. Il y a la médecine classique, les médecines complémentaires, les thérapies énergétiques, les psychothérapies, les thérapies holistiques, les méthodes d'éveil dont Méos et la roue de l'éveil, qui est un très bon outil d'introspection pour pouvoir justement aller regarder de près ces différents domaines et pour pouvoir quelque part, je dirais, assainir l'écosystème interne. Là est le véritable secret de la loi d'attraction finalement. Vous pouvez maîtriser la loi d'attraction, une maîtrise relative évidemment, parce que vous voyez la complexité du fonctionnement de l'humain. Donc, je dirais que dans l'esprit, on a une totale maîtrise de cette loi d'attraction. Dans l'esprit, on voit qu'on peut être en capacité d'améliorer ses potentiels d'attraction pour aller vers quelque chose de plus fluide, quelque chose qui correspond davantage à nos aspirations au bonheur.